Patrimoine au sein de Groupama Paris-Val de Loire. Nous avons souhaité convier Annelise, qui est responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganvie, et Sophie, ingénieure patrimoniale au sein de Groupama Ganvie également, qui vont pour évoquer un sujet qui nous concerne tous, le sujet de la retraite et notamment comment compléter au mieux ses revenus à la retraite. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors, moi, ce que je vous propose peut-être, plutôt que de parler de retraite, on va plutôt parler de revenus futurs au moment où je vais m'arrêter de travailler. C'est quand même plus sympathique. Voilà. Alors, c'est vrai que la retraite, c'est un sujet qui est régulièrement mis sur le tapis. Il y a eu quand même de nombreuses réformes, il y en aura certainement encore. Donc, c'est pour ça que l'angle que nous avons voulu prendre aujourd'hui lors de cette intervention, c'est vraiment d'échanger avec vous, de partager avec vous que finalement, quand on parle de revenus en période en fin d'activité, en fait, ce qui est certain, c'est qu'on va perdre, puisque c'est bien pendant la période d'activité que j'ai le maximum de revenus et que j'ai le maximum de pression fiscale aussi. On va en parler lors de cette conférence. Mais il va falloir que je les prépare, et je le prépare en tenant compte de plusieurs choses. Alors, bien évidemment, des carottes fiscales qui sont offertes par l'État, mais pas que. Déjà, je vais aller regarder si finalement ma situation familiale, ça a un impact sur mes revenus futurs. Et là, on verra effectivement avec Sophie tout à l'heure que finalement, oui, ça a énormément d'impact, votre situation familiale, et que vos revenus futurs en dépendront. On va regarder aussi finalement quels sont les leviers qui sont à ma disposition pour finalement préparer cette cessation d'activité. Et là encore, en fonction de ma situation personnelle, si je suis salarié, si je suis chef d'entreprise ou si je suis agriculteur, je n'ai pas les mêmes leviers et pas forcément les mêmes avantages fiscaux à la clé. Enfin, on va aussi regarder déjà la composition de mon patrimoine. C'est-à-dire qu'en général, quand je commence vraiment à m'intéresser, à me mettre dans ce sujet de mes revenus futurs, quand je commence à envisager ma cessation d'activité qui est, je ne sais pas, dans 20-25 ans, ou 10 ou 15 ans, bien en fait, j'ai déjà un patrimoine que j'ai constitué. Peut-être qu'également, il y a des chances que j'hérite. C'est peut-être tous ces éléments-là qu'on va prendre en considération pour finalement déterminer quels sont les leviers dont je dispose. Là, il faut que j'investisse de l'argent pour me permettre d'avoir les meilleurs revenus au moment de ma cessation d'activité. Donc, quels sont les 3 niveaux de régime de retraite? Alors, là encore, le but de ce slide, c'est de vous expliquer que là, nous, sur la partie sur laquelle on va travailler pendant cette conférence, c'est vraiment sur le dernier pilier. C'est finalement ce que je peux mettre en place. Parce que finalement, les 2 premiers piliers, c'est des piliers obligatoires. Là encore, il y a eu des réformes, il y aura certainement des réformes dans les prochaines années. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que vous pouvez agir sur votre épargne individuelle et personnelle. Et là, ça va dépendre effectivement de votre situation familiale, je l'ai dit, votre situation professionnelle et de votre patrimoine déjà existant. Et justement, pourquoi est-ce qu'on souhaite s'intéresser à la retraite? Tout simplement parce que la baisse au moment des revenus à la retraite est très importante. Et petite question, savez-vous en moyenne quel est le pourcentage de perte de revenus à la retraite et surtout le montant moyen des pensions de retraite? Oui, bonjour à tous. Donc oui, tout le monde sait qu'on va perdre des revenus à la retraite, mais combien? Donc c'est à peu près 50%, ça va être une moyenne. Ça va dépendre en fonction de la situation professionnelle qu'on a eue. Est-ce qu'on a été un salarié cadre, non cadre? Est-ce qu'on était un exploitant agricole, un TNS? Donc effectivement, en fonction, les taux de remplacement sont différents. On sait aussi que le montant moyen des retraites est d'à peu près 1 500 €, mais ça va différer selon qu'on est un homme ou une femme. Enfin, tout ça pour dire que de toute façon, on voit bien que ces niveaux de remplacement ne sont pas suffisants pour pouvoir maintenir le train de vie qu'on a actuellement ou qu'on voudrait avoir à la retraite. Oui, et avec un zoom quand même particulier quand même sur les femmes, il faut quand même le dire, puisque aujourd'hui, on a encore des femmes qui ont des carrières professionnelles plus décousues que les hommes, et donc qui risquent de se retrouver effectivement avec des niveaux de pension moins élevés.
Alors, est-ce que ce sera toujours vrai dans les générations futures? On n'en sait rien, mais aujourd'hui, effectivement, il y a encore des femmes qui sont en situation vraiment de précarité, hein. Et quand on regarde effectivement le montant moyen d'une femme, 1 178 € par mois, c'est sûr que si on n'a pas un patrimoine un peu constitué, si on n'a pas, on n'est pas dans un environnement familial, c'est un peu difficile pour assurer son train de vie, hein. Et quand on a ces éléments, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La question, comment pouvoir augmenter ses revenus à terme? Il existe une multitude de solutions. On voit par exemple le PER, qui est quelque chose, le plan épargne retraite, c'est quelque chose d'assez connu. L'assurance vie, contrat de capitalisation est un peu moins connu. L'immobilier, ça c'est vraiment la référence aussi en France. L'épargne financière, les comptes titres, le PEA, etc. Donc il existe vraiment une multitude de solutions, mais celles-ci doivent être adaptées à la situation patrimoniale de chacun. Ouais, encore une fois, hein, il ne s'agit pas ici de faire une liste à l'après-vert, hein, et de vous présenter chacun des dispositifs, parce que tous les dispositifs ont des avantages et des inconvénients, hein, parce qu'encore une fois, tu es bien placé pour le savoir, Aurélie, il y a toujours une contrepartie à un investissement. Quand un avantage fiscal est donné, il y a toujours une contrepartie, donc il faut l'identifier et il faut effectivement s'assurer que, en fait, ça correspond bien à ses objectifs. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la première étape, hein, avant de parler de revenus futurs au moment de la cessation de l'activité, c'est de commencer à faire un premier bilan, hiérarchiser finalement ses objectifs. Parce qu'il y a des choses, en fait, en général, effectivement, on veut tous limiter sa pression fiscale. Oui, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et puis après, finalement, comprendre aussi comment ça fonctionne, comment fonctionne son imposition aussi, hein, puisqu'on l'a dit précédemment. En fait, en période d'activité, en général, je suis en période où j'ai le maximum de revenus, mais j'ai aussi la pression fiscale la plus lourde. Donc voilà, donc comment je peux coupler économie d'impôt et préparation de revenus futurs? Exactement, tout à fait, Annelise. Et c'est le sujet à aborder primordial, hein, avec votre conseiller en gestion de patrimoine. C'est bien comprendre quels sont vos objectifs et au-delà des chiffres, quels sont vos objectifs de vie. Est-ce que vous voulez voyager, peut-être vendre la résidence principale, aider vos enfants, vous occuper des petits-enfants? Et ça, c'est des choses qui vont être étudiées, évoquées avec votre conseiller en gestion de patrimoine pour aller en face chercher les leviers qui peuvent être des leviers fiscaux, mais pas seulement, différents leviers qui vont répondre à vos besoins et vos besoins à venir, hein, dans la constitution de votre patrimoine. Ouais. Et en plus, il va falloir envisager cette situation finalement aussi bien en regardant la situation des ascendants, parce qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, je peux hériter, mais aussi je peux me retrouver dans une situation où je vais aider mes parents. Et ça, on le constate de plus en plus, hein. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, je vais aussi regarder la situation de mes enfants aussi par rapport à mes objectifs. Donc, il va falloir que je hiérarchise tout ça pour savoir effectivement, finalement, quand je vais commencer à me projeter, dans quelle situation je vais me retrouver. Et puis finalement, essayer de déterminer, il me faudrait dans un monde idéal combien de revenus complémentaires. Voilà, c'est ça. Et après, savoir comment on peut y arriver, si on peut y arriver, comment on peut y arriver, et comment je travaille sur mon patrimoine pour que mon patrimoine soit bien à mon service et remplisse bien cet objectif-là. Tout à fait, hein, et il va falloir aussi analyser la situation familiale, hein, avant de mettre en place ces évidemment. différents éléments. Oui, c'est sûr. Pour analyser la situation familiale, on a pris un exemple, celui de l'incidence du régime matrimonial. Nous, on est parti sur le régime légal, le régime de communauté réduite aux acquis, puisque c'est le régime qui s'applique lorsqu'on ne fait rien. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre la philosophie de ce régime, c'est-à-dire que là, c'est le partage à part égale de l'enrichissement du couple. Donc dans ce régime-là, il y a 3 masses de biens. Il y a les masses de biens propres de chaque époux. Donc là, ça va être les choses, les biens qu'ils ont acquis avant le mariage ou les biens qu'ils acquièrent à titre gratuit, donc par héritage ou par donation. Et après, il y a les biens de la communauté qui vont être tous les revenus, tous les biens qui vont être acquis pendant le mariage. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en cas de liquidation du régime? Parce que de toute façon, il y aura une liquidation du régime, soit en cas de divorce ou en cas de décès.
Et donc là, il faut bien faire attention parce que c'est pas parce qu'on a un livret A qui est à son nom que les sommes nous appartiennent. Parce que s'il a été nourri avec le fruit du travail de la communauté, ça va être un bien commun. Ouais, alors ça, c'est extrêmement important, hein, ce que vient de partager Sophie, hein, parce que nous, ce qu'on se rend compte dans la pratique, hein, quand on rencontre des clients, alors comme Sophie l'a dit, bah, les clients qui sont mariés, en général, c'est la communauté, puisque c'est le régime légal quand j'ai pas fait de contrat d'assurance vie, pardon, de contrat de mariage, pardon. En fait, la plupart des gens vont nous dire, bah voilà, moi j'ai mon livret A, j'ai mon assurance vie. Ils ont l'impression que parce que c'est à leur nom, c'est à eux. Non, non, pas du tout. Encore une fois, le principe de la communauté, c'est que tous les revenus, que ce soit des revenus de biens communs ou de biens propres qui sont produits pendant le mariage, sont communs et sont à partager en deux. Et ce qui est ce qui est pas forcément intuitif, c'est notamment quand on a des plans d'épargne retraite qui sont mis en place par son entreprise, qui sont des plans de retraite, finalement c'est de l'épargne retraite complémentaire. Et bien là, on peut se retrouver dans des situations où c'est bien à votre nom, et ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas une récompense à la communauté. Alors, c'est la raison pour laquelle, alors l'idée, c'est pas de vous présenter finalement ce tableau, puisque c'est un tableau qui est extrêmement complexe, mais que vous mesuriez bien que, en fait, quand on va parler de plan d'épargne retraite complémentaire, votre épargne retraite complémentaire, elle peut être mise en place par votre entreprise, donc c'est l'épargne retraite qu'on va appeler collective, ou elle peut être aussi individuelle. Elle peut avoir une clause bénéficiaire, elle peut ne pas avoir une clause bénéficiaire. En fonction de tous ces éléments-là, en fait, le calcul de la liquidation du régime matrimonial peut être différent. Donc, l'idée, encore une fois, n'est pas de rentrer dans chacune des règles, mais que vous ayez bien en tête que finalement, si, alors je vais prendre le parti des femmes, si je suis une femme, si je suis mariée sous un régime de séparation de biens, je serai beaucoup moins bien protégée que si je suis sous un régime de communauté. La première chose, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une séparation de biens, les biens personnels, les revenus des biens personnels restent des revenus personnels. Dans le cas d'une communauté, les revenus des biens propres et les revenus du travail de mon conjoint rentrent dans le pot commun et ça vient alimenter. Donc c'est quelque chose que je vais partager. Et comme le disait Sophie tout à l'heure, comment effectivement la fin de ma communauté, c'est soit par décès ou par divorce. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de divorces et que les gens n'ont pas forcément conscience que, en fait, ils devront partager. Parce qu'on se marie jeune, en général, on n'a pas forcément beaucoup de patrimoine, on ne se pose pas vraiment beaucoup de questions, puis tout d'un coup, il y en a un qui professionnellement développe et a une belle situation. Il n'a pas forcément conscience que, en fait, tous ces éléments-là, comme il n'a pas fait de contrat de mariage, parce qu'au départ, il ne s'était pas posé la question, il devra la partager avec son ex-conjoint en cas de divorce. Et justement, quand on parle de conjoint, si je partage ma vie avec quelqu'un, si je décède, est-ce que cette personne pourra bénéficier de la pension de réversion? Alors, tout dépend quel est le lien qui vous unit. Parce qu'il faut savoir que la pension de réversion, on ne va pas rentrer dans son détail parce que c'est assez compliqué, elle est vraiment liée au fait d'être marié. Donc, si je suis pacsée, je n'aurai pas de droit à la pension de réversion. Et si je vis en union libre, en concubinage, je n'aurai pas non plus le droit à la pension de réversion. Donc, il faut savoir quand même que la pension de réversion, elle est liée à beaucoup de choses. Donc, l'âge du bénéficiaire, le niveau des revenus pour le régime obligatoire. Son niveau va aussi dépendre. Donc, est-ce que c'est le régime obligatoire? Est-ce que c'est le régime facultatif? Les conditions peuvent changer d'un régime facultatif à l'autre et de la situation familiale. Parce que si mon conjoint a déjà été marié, donc l'ex de mon conjoint peut aussi avoir droit à la pension de réversion. Sachant que bien évidemment, toutes ces règles peuvent changer. Voilà, donc c'est qu'aujourd'hui, en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui, et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, effectivement, la pension de réversion, c'est extrêmement compliqué de bien mesurer l'ensemble des règles. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'effectivement, c'est le premier pilier qu'on a présenté tout à l'heure? Est-ce que c'est du deuxième pilier ou du troisième pilier? Parce que, bien évidemment, les règles ne sont pas toujours les mêmes, ça serait trop simple. Et puis, ça va dépendre aussi, finalement, aussi du régime dans lequel vous êtes. Justement, on a évoqué l'importance de la structure familiale, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment le statut professionnel dans la préparation de sa retraite? Alors oui, évidemment. Évidemment, pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, dans les taux qu'on vous a présentés tout à l'heure, on s'aperçoit bien que finalement, c'est le salarié qui aura la meilleure retraite
Oui, mais d'un autre côté, c'est le salarié parce que c'est celui qui cotise le plus. Il cotise le plus parce qu'il n'a pas le choix. Le chef d'entreprise ou le TNS, lui, il va pouvoir finalement jouer sur sa rémunération et en fait piloter sa rémunération. Et en fait, c'est quand même très humain. On a plutôt tendance à essayer de payer le moins possible, surtout pour quand on sait que c'est des revenus différés, que finalement, matériellement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les toucher. Et puis, l'agriculteur, j'en parlerai, ou le chef d'exploitation, j'en parlerai juste après. Ce qu'on peut se dire sur le salarié quand même, c'est que il y a de plus en plus en fait de dispositifs d'épargne retraite collective qui sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment le sens de l'histoire. C'est nos pouvoirs publics qui poussent effectivement le partage de la valeur, la fameuse loi PAC, la loi sur le partage de la valeur. Donc en fait, en général, de plus en plus, on a des salariés qui profitent de plans d'épargne individuels, de plans d'épargne collectifs. Tout ce qui est donc là encore, juste un petit point de vigilance, faites attention, effectivement, c'est pas parce que c'est à votre nom que vous ne devrez pas peut-être le partager avec votre épouse ou votre époux. Votre époux, on va être moderne. Et puis deuxième chose, le chef d'entreprise, alors c'est un peu différent parce que là aussi, on sent une petite évolution dans les pratiques. Alors, c'est sûr que si on se remet il y a 20 ou 30 ans en arrière, en fait, on avait des gérants de SARL qui essayaient de prendre le moins de rémunération possible pour percevoir le maximum de dividendes pour ne pas subir de pression sociale. Je ne suis même pas sur la fiscalité, je suis sur le côté social. Aujourd'hui, il y a toujours cette question d'arbitrage entre dividendes et rémunération, en sachant qu'entre-temps, il y a des cotisations sociales qui ont été mises à comment dans certains cas lors de la perception de dividendes. Mais en fait, on reste toujours dans une optique où finalement les rémunérations sont assez faibles. On va avoir plutôt tendance finalement à privilégier la perception de dividendes et on verra après que par la suite que même on ne va pas la prendre, on ne va pas se distribuer de dividendes. Il y a une question qu'on va se poser, c'est finalement quand je suis chef d'entreprise, parce que quand ça se passe bien, que l'activité démarre bien, finalement très rapidement, je vais vouloir acheter les locaux de mon entreprise. Donc je vais avoir une question de se dire finalement cet immobilier qui à terme est un immobilier qui est destiné à finalement être loué à mon entreprise. Donc ça peut être des revenus à terme au moment de ma cessation d'activité. Alors là encore, pas forcément la retraite, peut-être au moment de la vente de mon entreprise. Finalement, est-ce que cet immobilier professionnel, j'ai intérêt à les faire acheter par ma société? Est-ce que j'ai intérêt à les garder dans mon patrimoine privé? Sachant que bien évidemment, il n'y a pas de réponse, c'est pas binaire. Tout dépend de vos objectifs, de votre situation et comment sont analysées les choses, puisque finalement, il y a des avantages dans les deux solutions. Alors c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à sortir l'immobilier professionnel et laisser ça, finalement, le chef d'entreprise le garde dans son patrimoine privé. Et enfin, ce que je disais sur le chef d'entreprise, ce qu'on constate vraiment, mais depuis de nombreuses années, c'est que finalement, le chef d'entreprise, il a une belle activité, ça se développe bien, il se prend une rémunération assez faible, donc il cotise assez peu. Et puis, finalement, il ne prend pas de dividendes. Les dividendes, il les laisse au sein de la structure. Donc, en fait, ce qui fait que finalement, comme elles ne sont pas distribuées, alors pour des raisons fiscales, c'est pour éviter de payer la fiscalité sur ces dividendes. C'est plutôt une très belle, c'est un peu de l'optimisation fiscale, c'est une belle opportunité, puisqu'en fait, je diffère mon imposition. Mais la difficulté, c'est que ça vient grossir de la trésorerie excédentaire qui appartiennent encore une fois à la personne morale, puisque c'est bien dans la société qui se trouve cette trésorerie excédentaire. Et là, la question que je vais me poser, c'est que finalement, cette trésorerie, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il faut bien que je réfléchisse au placement de cette trésorerie. Et là encore, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir aller chercher tout un panel d'investissements. Donc ça aussi, c'est une vraie réflexion qu'il va falloir mener. Et puis enfin, quand je passe aux exploitants agricoles, là, effectivement, c'est ceux qui en général ont la retraite la plus faible. Alors là encore, ça s'explique tout à fait. C'est-à-dire que on est encore beaucoup en France, la moitié des exploitants agricoles sont encore en entreprise individuelle et on a encore beaucoup de sociétés à l'impôt sur le revenu. Et donc en fait, en général, on a un résultat on essaye de minorer le minimum le résultat pour pas payer trop d'impôts et de cotisations sociales, donc en réalisant des investissements.
bien ça, Aurélie, ce qu'on voit en pratique. Tout à fait, c'est ce qu'on voit en Voilà. pratique. Le but, c'est de me payer le moins Et possible. de payer le moins possible, et notamment le payer le moins possible de Voilà, cotisations sociales. c'est ça. Et c'est là où l'exploitant agricole, en fait, il a un régime vraiment de faveur parce que les pouvoirs publics sont quand même conscients de cet état de fait, que finalement, ils vont se retrouver avec une toute petite retraite, donc ils vont vouloir les inciter avec tout ce qui est de plan d'épargne retraite. Avec une particularité, c'est que chez l'exploitant agricole, c'est que le plan d'épargne retraite, non seulement il a un avantage fiscal, mais aussi un avantage social. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis, la vraie réflexion qu'on va mener sur l'exploitation agricole, c'est effectivement la détention du foncier. Alors, ce qui est au cœur des discussions aujourd'hui, ce qu'il faut quand même avoir en visibilité, c'est que dans les rares bonnes nouvelles de la loi de finances de cette année, comme en matière d'imposition, c'est toutes les mesures de faveur, finalement, de transmission de l'exploitation, du foncier agricole. Donc l'idée, c'est effectivement de limiter le coût de la transmission pour que l'exploitant la conserve, mais la loue, et notamment avec tout ce qui est beaux ruraux à long terme. D'accord, merci Annelise. Donc on a vu qu'au moment de la retraite, les revenus vont être impactés à la fois par ma situation professionnelle et par ma situation familiale. On a également établi qu'il existait de nombreuses options pour compléter mes revenus. Toutefois, les préconisations, elles doivent être faites en fonction des objectifs poursuivis, mais également en fonction du patrimoine qui existe. Donc, c'est vrai qu'on va analyser les spécificités du patrimoine, on va lister les biens, les propriétaires de chaque bien, vérifier que le patrimoine est diversifié aussi pour identifier des problématiques. Si mon patrimoine est concentré en immobilier, peut-être que j'aurais intérêt à faire d'autres investissements, à réorganiser mes investissements pour pouvoir avoir des liquidités. On va mesurer la pression fiscale dont on a déjà parlé tout à l'heure, en termes d'IR, mais aussi en termes d'IFI ou de plus-value. Et on va pouvoir aussi étudier avec mon conseiller les solutions d'investissement qui permettent de les réduire. Et puis surtout, on va aussi anticiper les prochaines étapes de la vie. Est-ce que je veux accompagner mes enfants qui veulent s'installer? Est-ce que je veux payer les études de mes enfants? Et bien entendu, merci Sophie. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment analyser le patrimoine existant, la structure pour pouvoir aller chercher les différents leviers. Ça va être le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et ensuite mettre en place, une fois que cette étude a été réalisée, une multitude de différentes solutions pour pouvoir investir et notamment sur les deux axes, travailler et sur le patrimoine privé. Sur le patrimoine privé, on va aller chercher différents types de placements. Le conseiller en gestion de patrimoine a une palette très large chez Groupama. Il va pouvoir aller travailler sur tous les axes. Alors, je pense que ça, c'est important de le partager. Ce que tu dis, Aurélie, c'est que, en fait, en termes d'offres, le conseiller en gestion de patrimoine Groupama, il a vraiment tout ce dont on pourrait avoir accès quand on est dans une banque privée. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience, puisque soit effectivement les offres, elles sont chez nous, ou soit on va les chercher à l'extérieur. Après, vous l'aurez compris à travers cette conférence, avant d'être à l'offre, il faut vraiment être sur le conseil patrimonial pour déterminer quelle est la bonne enveloppe et savoir effectivement comment j'investis avant de savoir ce que j'investis, quoi. En fait, vraiment, voilà. C'est quand même un élément important. Tout à fait, c'est essentiel. C'est vraiment bien comprendre la situation avant d'aller chercher les solutions. Petit point sur le plan épargne retraite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoquer la retraite sans parler du plan épargne retraite. Ce qui était important pour nous d'évoquer, c'est que le plan épargne retraite, on en entend beaucoup parler. Tout le monde en a un. Ça peut être soit à titre individuel, soit sur l'entreprise. Mais finalement, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est clair parce qu'en fait, on a un effet Canada Dry, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plans d'épargne retraite qui se ressemblent, mais pas tout à fait avec les mêmes règles. Donc en fait, il faut être en capacité de bien jongler et de bien comprendre. En fait, finalement, parce qu'entre un plan d'épargne retraite individuel, un plan d'épargne collectif, est-ce qu'il est assurantiel, est-ce qu'il ne l'est pas?
Est-ce que finalement les modalités de sortie sont pas forcément les mêmes? Voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte, puisque en fait finalement on retrouve à travers cette notion de PER en fait beaucoup d'items en fait en dessous. Bien entendu. D'où l'importance d'être accompagné, Bien encore sûr. une fois. Alors, on a évoqué le plan épargne retraite. On peut difficilement parler retraite sans parler immobilier. Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, c'est le meilleur moyen de vous constituer une épargne retraite. Finalement, cette épargne va être payée par le locataire et parfois par certaines réductions fiscales. Mais quand on fait le choix d'investir sur de l'immobilier pour sa retraite, il faut pas seulement regarder la fiscalité, il faut aussi regarder ce qui nous correspond. Et encore une fois, ce qui nous correspond, ça va dépendre de la situation, tout ce qu'on a étudié avant, la situation familiale, les revenus à la retraite. Donc, il y a toute une palette, bien entendu, d'immobilier que vous pourrez, si vous le souhaitez, évoquer avec votre conseiller. Oui, et en fait, ce qui est aussi important, ce qu'on peut peut-être partager aussi, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a un vrai sujet de patrimoine immobilier qui est en train de tourner. Alors, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, il y a eu un ralentissement sur le marché de l'immobilier. Donc, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet. Donc, j'hérite en général de biens immobiliers, je fais tourner, je vends. Il faut en fait finalement se dire que c'est pas parce que j'ai un actif immobilier que je ne vais pas le vendre et que c'est des choses qu'il faut faire tourner, sur lesquelles il faut travailler. Et il faut travailler là en intégrant, enfin quelque chose qu'on n'a pas évoqué lors de cette conférence, mais qui serait forcément regardé si on faisait un bilan patrimonial, c'est l'impact sur la plus-value aussi. Où là, il y a vraiment des économies substantielles à faire et peut-être un intérêt à faire tourner des patrimoines immobiliers aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Lise. Eh bien, merci beaucoup, Sophie et Anne-Lise, pour votre intervention. Mais vous l'avez compris, pour préparer sa retraite, il est essentiel de pouvoir être bien accompagné et faire une vraie analyse de votre patrimoine financier, immobilier et votre souhait à la retraite. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre dans une agence Groupama Paris Val de Loire et solliciter un rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine du secteur qui se fera un plaisir de faire cette étude avec vous. Et un grand merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.